Quentin Bataillon, bonjour, bienvenue bonjour. chez vous, mais sur l'antenne de 42tv.fr. Vous êtes le député Renaissance de la Loire, de la 2e circonscription. Et malgré votre jeunesse, vous avez débuté à l'âge de 17 ans, vous avez déjà plus d'une décennie d'expérience politique avec plutôt des missions de collaborateurs d'élus, mais également d'élus locaux. Dans la Loire. Absolument, et ça me semblait effectivement important, avant de me présenter pour être député de la 1re circonscription, d'avoir cette expérience à la fois d'élu local pour comprendre à la fois les associations, nos citoyens, mais aussi nos élus locaux qui ont de vrais sujets. Et ça me permet de pouvoir mieux accompagner les 6 maires, les 6 équipes municipales qui composent ma circonscription. Et puis, effectivement, ce rôle que j'ai pu avoir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou en tant que conseiller ministériel ou même au Parlement européen, déjà m'a ouvert sur tout un nombre de sujets, mais aussi me permettait, et c'est ce que j'avais proposé pendant ma campagne, d'être efficace dès le premier jour, et en tout cas c'est ce que j'espère être depuis mon élection il y a maintenant 10 mois. Alors c'est souvent une critique qu'on fait au président de la République, c'est qu'il n'a jamais été élu local, on ne va pas être polémique, mais est-ce que sans l'être, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui manque pour vous? La légitimité du président de la République est pas à contester, est incontestable, mais en tout cas moi, pour être un bon député, je pense que le fait d'avoir été élu local avant est essentiel. Aussi dans le contact justement je peux avoir avec les autres élus locaux, ça compte énormément. Et puis le fait d'avoir un député qui a compris, qui a connu les difficultés que peuvent avoir des communes de strates d'ailleurs moyennes, que compose ma circonscription en dehors de Saint-Étienne, c'est important. Alors, avant le premier quinquennat de l'actuel président de la République, qu'est-ce qui vous avait séduit pour que vous l'accompagniez politiquement et que vous deveniez plus qu'un soutien, un acteur? Oui, alors j'avais eu un parcours d'abord plutôt à droite, et puis très rapidement en 2017-2018, j'ai décidé de rejoindre la majorité présidentielle, parce que vous voyez à travers Emmanuel Macron, voilà, cette idée d'une nouvelle offre politique qui était effectivement essentielle, de rajeunissement aussi de la politique, de changement aussi des méthodes, et puis l'idée voilà, de la liberté, de l'émancipation que portait le premier projet d'Emmanuel Macron m'a plu, et en tout cas depuis je ne le regrette pas. Alors ces 2e législatives ont été beaucoup plus difficiles que la première, pourtant vous avez été élu dans un contexte et dans une commune où vous n'aviez pas été conseiller municipal. Absolument, une commune que j'avais rejoint à l'âge de 18 ans, comme beaucoup pour mes études dans la Loire, et pour laquelle j'avais déjà eu l'occasion de m'engager, que ce soit à titre associatif ou même en créant ma première entreprise à l'âge de 18 ans en communication. C'était à Saint-Étienne, et c'était d'ailleurs place de l'Hôtel de Ville où nous sommes aujourd'hui également. C'était en tout cas pour moi cet engagement était important, il allait dans une suite logique. C'est un engagement qui était vraiment fait de terrain. Je pense que c'est sur le terrain que les choses se sont faites, dans un contexte qui effectivement au niveau national n'était pas simple, n'était pas celui de 2017, vous avez tout à fait raison de le souligner. Donc il a fallu d'autant plus démontrer ma capacité d'écoute, ma capacité d'efficacité et ma présence. En tout cas, je reste dans la même lignée depuis mon élection, avec une présence forte sur le terrain, et tout ce que je fais à Paris, c'est aussi le rôle du député de terrain, puisque lorsque je vois la ministre de la Culture, je lui parle de la circulation des œuvres, notamment à Saint-Étienne. Lorsque je vois la ministre des Sports, je lui demande que les gymnases de ma circonscription puissent obtenir les fonds de la rénovation thermique. Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui font que je suis un député de terrain ici, mais aussi à l'Assemblée nationale. Alors la grande différence entre les 2 quinquennats, c'est qu'il y avait une majorité parlementaire très forte lors du premier quinquennat, qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. On peut dire qu'il y a 3 blocs et que il y a aussi quelques décompositions. Le micro-parti, par exemple, de Barbara Pompili s'est autonomisé. Il y a 4 députés EES qui sont maintenant restés apparentés. François Bayrou continue de donner des leçons de politique et d'éthique politique régulièrement. Il semble que l'ancien Premier ministre suive aussi son propre cap. Comment ça se vit au quotidien pour un député qui est fidèle au chef de l'État? Il est évident que la majorité relative est une donne nouvelle dans notre paysage politique. Elle nous pousse à trouver des compromis, des consensus. Compromis et consensus, on les trouve texte par texte. On l'a vu parce qu'au-delà du sujet de la réforme des retraites qui vient de passer, l'ensemble des autres textes ont pu passer 149.3. Je pense celui sur le pouvoir d'achat, je pense celui sur le nucléaire, je pense celui notamment également sur les énergies renouvelables, et bien d'autres peuvent justement créer des majorités de projets avec d'autres groupes politiques. D'ailleurs, parfois ce sont avec les socialistes et parfois avec les républicains. Donc je pense que c'est important. C'est d'ailleurs une expérience que j'avais pu acquérir au Parlement européen, puisqu'il n'y a que des majorités relatives, et donc on a ce principe du consensus, du compromis, et je pense qu'effectivement ça peut être utile à notre démocratie. Pour ce qui est de la majorité présidentielle, nous sommes unis derrière le programme du président de la République. Après, chacun, bien sûr, a sa part d'autonomie, d'identité également, mais le principal, c'est qu'on soit unis derrière les grandes mesures que sont portées par la majorité présidentielle. Alors le texte par texte, c'est quand même un petit peu difficile. On l'a vu avec les LR et la loi sur la retraite. C'était pourtant dans le programme
de 3 de leurs porte-parole importants, et les plus récents étaient Valérie Pécresse, c'était même 65 ans, et là finalement ils n'ont pas tellement suivi, ils sont non pas atomisés, mais divisés sur la stratégie adoptée. Mais c'est vrai que la première condition pour trouver des compromis, consensus avec des groupes politiques, c'est la confiance et la responsabilité. Et le groupe, effectivement, des Républicains n'a respecté ni la confiance ni la responsabilité, puisque vous le dites, c'est une réforme qui poussait eux-mêmes. D'ailleurs, il l'a poussé à 65 ans et non pas à 64 ans, donc il a poussé plus dur. Je note qu'effectivement, une fois arrivé dans l'hémicycle, à part quelques marchandages pour obtenir quelques avancées sur leur circonscription, ils n'étaient pas capables de plus de courage, et en tout cas pas pour la majorité d'entre eux. Et j'ai bien la majorité d'entre eux, c'est pas tous, de voter le texte. C'est regrettable, ça nous a obligés effectivement d'aller sur un 49.3 par rapport à une réforme qui était indispensable, qui était une question de responsabilité. Surtout si on la compare à beaucoup de nos voisins européens. Absolument, tous nos voisins européens ont fait ce choix-là, non pas parce qu'ils sont plus bêtes que nous, mais tout simplement parce que c'est le seul levier crédible. Le seul levier crédible si on ne veut pas baisser les pensions, le seul levier crédible si on ne veut pas augmenter les cotisations et donc baisser les salaires. À partir de ce moment-là, c'est effectivement le décalage dans l'âge. Ce qui est important dans cette réforme, c'est qu'elle corrige aussi un certain nombre d'injustices sur, bien sûr, la retraite minimale, sur les aidants, sur les femmes. Et également, je suis heureux que le Conseil constitutionnel ait gardé ma disposition, la disposition que j'ai portée en faveur des bénévoles associatifs, puisque le gouvernement s'est écrit dans le texte à 1 an pour faire des propositions claires au Parlement, pour voir comment on peut valoriser, dans le calcul des droits à la retraite, le bénévolat associatif qui, sur notre territoire, est extrêmement riche. Alors vous nous avez parlé, vous employez le mot territoire, votre volonté de travailler à la fois sur le territoire et sur le plan national. Quelles sont les thématiques dans le calendrier parlementaire qui vont vous mobiliser? Et à titre personnel, quelles sont les commissions auxquelles vous appartenez? Alors il y a à la fois les thématiques qui sont imposées par, bien sûr, le gouvernement, par le national. Je pense par exemple à la loi de programmation militaire, qui va nous occuper dans les prochains mois. Moi je pense qu'on a l'occasion exceptionnelle de pouvoir remettre en première ligne, au centre du jeu de notre territoire. On connaît avec la Manu, on connaît également de grandes entreprises telles que Vernet Caron. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire venir le président de la commission défense nationale et forces armées chez Vernet Caron récemment. Ça a permis d'annoncer, le PDG a annoncé 20 millions d'investissements, jusqu'à 100 emplois supplémentaires sous 3 à 5 ans. Donc voilà, c'est aussi l'idée de réarmer entre guillemets notre industrie. C'est l'idée de dire aussi que la souveraineté nationale, elle se joue à Saint-Étienne en matière d'armement, et que c'est pas un gros mot, et qu'on en est extrêmement fiers, et qu'on a un personnel, des ouvriers de très grande qualité, très haute technicité. D'ailleurs, je suis déjà aussi en train de connecter des établissements de formation professionnelle pour accompagner, parce que c'est des métiers qui malheureusement étaient en train de disparaître. Et donc, par exemple, dans ce texte de la loi de programmation militaire, dès lundi prochain, j'emmène le PDG de Vernet Caron rencontrer le ministre des Armées lui-même, justement pour qu'on ait toute notre place. Alors, je parle de Vernet Caron, et bien sûr, je suis connecté avec l'ensemble des autres entreprises qu'on connaît bien, notamment dans le nord du département ou un peu plus au sud. Voilà, je pense que c'est un moment historique pour redire que la souveraineté nationale elle se joue à Saint-Étienne, qu'on a toutes les compétences pour le faire et y aller. Et sur, on va dire, les thèmes que je peux moi-même impulser, je serai porteur pour la majorité présidentielle dans les mois prochains d'un texte de loi sur la vie associative, sur la formation, sur le congé d'engagement, sur tout un tas de dispositifs qui peuvent aider nos bénévoles, non pas à être rémunérés, c'est un contresens, mais à trouver une facilité dans leur engagement associatif. Alors on voit que c'est pas facile pour le président de la République et pour l'ensemble de la classe politique et pour un certain nombre de citoyens de sortir des débats très animés sur cette loi sur la retraite. Ça a déclenché un certain nombre de violences contre les élus dont vous avez été, ou même la victime, peut-être plus sur un plan matériel que personnel, mais quand même avec des torrents d'injures, des mails très agressifs. On ne peut pas rester indifférent à ce genre de montée de la violence contre le milieu des élus, les maires, mais aussi leurs représentants parlementaires. Non, absolument. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude de la désacralisation des fonctions et effectivement du non-respect des institutions, parce qu'au-delà de notre propre personne, bien sûr, c'est jamais agréable lorsqu'on attaque notre permanence, lorsqu'on reçoit des menaces de mort contre nous ou nos proches, ou des insultes. Mais on va dire qu'on peut s'y attendre. Voilà, ça fait partie de la fonction, surtout sur une réforme si impopulaire par définition. Mais moi, je pense surtout aux commerçants qui arrivent le matin et qui ont leur vitre cassée. Je pense aux agents de la ville de Saint-Étienne qui doivent nettoyer 2 à 3 fois par semaine les poubelles brûlées dans les rues. Je pense aux habitants qui parfois osent à peine sortir de chez eux parce qu'ils voient effectivement les violences en bas de leur fenêtre. Voilà, je pense surtout à eux. Je pense qu'on a tout intérêt effectivement à ce que cette tension redescende pour réaborder effectivement des sujets importants. Et le président l'a dit, notamment sur le sujet du travail et du nouveau rapport au travail et de la rémunération du travail. Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'on voit maintenant avec les manifestations, c'est redevenu à la mode les casseroles. Mélenchon avait institué ça en 2017, mais c'est
un petit peu revenu. C'est pas seulement le président de la République lorsqu'il sort, mais la première ministre ou d'autres ministres. Et j'entendais l'autre jour sur un plateau des commentaires en disant, mais le président de la République, il n'a pas beaucoup de choix, il va se chiraciser si ça continue. Est-ce que c'est assez subtil pour comprendre le néologisme? Ouais. Je pense que c'est un risque je pense que le président de la République a bien démontré dès le début qu'il voulait quand même si c'est le deuxième mandat, même s'il ne pourra pas être candidat de succession, que ce soit un mandat de réforme. On l'a fait avec les retraites, on est allé au bout de l'engagement, on va le faire avec d'autres réformes, notamment sur le travail, la loi de programmation militaire, sur la défense, sur le retour de l'ordre et l'autorité, sur l'immigration également. Donc ça, c'est important. Donc non, il ne va pas se chiraciser, si on veut reprendre cette expression-là. C'est important qu'il soit sur le terrain, comme nous, députés, nous le sommes, justement, pour le sentir. Après, juste un message peut-être pour mes collègues qui appellent les Français à donner des coups dans les casseroles. Je pense que ce qui compte, c'est pas taper dans les casseroles. Notre rôle en tant que député, c'est plutôt d'agir pour permettre à ce que ces casseroles se remplissent. Voilà. Et je pense qu'il est là notre rôle, notamment vis-à-vis de l'inflation et du pouvoir d'achat, plutôt que de jouer à taper dessus. Et est-ce que changer la première ministre, ça ferait quelque chose? Ce serait un signal positif pour que certaines manifestations assez violentes, sauvages, s'arrêtent? Je pense qu'au-delà du sujet des personnes, la Première ministre, aujourd'hui, elle a un cap avec les 100 jours. Elle doit présenter sa feuille de route dans les prochains jours. Je pense que c'est sur cette feuille de route qu'on pourra juger aussi le travail du gouvernement, qu'on pourra aussi juger notre engagement. Et puis, l'objectif, il est clair avec les 100 jours. En tout cas, j'y participerai très activement à mon niveau. Alors, cela fera bientôt 8 mois que Saint-Étienne vit dans un climat politique plutôt délétère, avec l'éclatement d'un scandale. Est-ce qu'il faut que le maire de Saint-Étienne démissionne? Alors, on voit que maintenant, il est extrêmement fragile à la métropole. Il a pratiquement perdu le pouvoir. Il est très minoritaire. À la ville, la majorité municipale tient le coup. Lui-même, en 2017, avait écrit dans une tribune au Monde qu'il fallait que Fillon démissionne. Quand on était mis en examen, un homme politique devait immédiatement démissionner. Apparemment, c'est pas ce qu'il fait. Il joue la durée. Et vous avez sûrement les mêmes échos que le journaliste que je suis là. Il y a un climat quand même très malsain, tant à la métropole qu'à la ville de Saint-Étienne. Vous savez, moi j'ai toujours été très prudent sur cette affaire, comme sur toutes les affaires en général. J'ai toujours été clair aussi sur le respect de la présomption d'innocence, qui doit vraiment être respecté jusqu'au bout, et c'est essentiel. La seule chose qui compte pour moi, c'est que la ville tourne, c'est que la métropole tourne, parce que c'est le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois, et de l'ensemble des autres communes aussi alentour, parce que j'ai 5 autres communes, absolument, et c'est la seule chose qui compte. J'ai communiqué une seule fois, qui était un cas très particulier. Je pense qu'on n'a pas à faire la justice, et c'est pas aux élus de faire la justice avant la justice. La police a fait son travail, mais non, c'est la justice qui débute le sien. Je me suis exprimé une seule fois, ça concernait Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole, c'est un cas très particulier. Un vœu a été adopté à une large majorité, appelant le président à démissionner. C'était donc une perte de confiance. Une perte de confiance doit être écoutée. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé effectivement au président de la métropole, à Gaël Perdereau, de prendre ses responsabilités et d'exaucer ce vœu. En dehors de ça, la grande différence entre ceux qui crient au loup matin, midi et soir sur cette affaire et moi, c'est que, j'ai un très profond respect pour la justice et je sais qu'elle fera son travail, même si ça peut prendre du temps, c'est la preuve qu'elle le fait correctement. Et ensuite, je ne me lève pas tous les matins en me disant que je veux prendre la place de Gaël Perdereau. Vous n'êtes pas un charognard. Non plus, jamais. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Patrick France.